Merci Eric. Alors oui, je vais continuer la drôle tâche entamée par Sébastien de vous parler de technique à l'heure du repas. En plus, je Ah, vais vous ça parler va. produits phyto et en plus, je vais pas avoir de bonnes nouvelles. Donc accrochez-vous, l'apéro arrive. Euh, alors, la résistance, qu'est-ce que c'est quand on parle de résistance aux fongicides? On va reprendre un petit peu des concepts très basiques pour finalement comprendre peut-être un peu mieux toutes les contraintes que vous entendez parfois et qui peuvent paraître très impactantes et compliquées à mettre en œuvre. Mais en fait, tout ça vient qu'une résistance, en fait, c'est à la base un problème génétique. Et la loterie génétique, parfois, le hasard fait qu'elle va conférer à un individu la capacité de résister à un produit phytosanitaire. C'est le hasard le plus complet. Et le problème, c'est que comme ça touche à la génétique, c'est transférable à la génération d'après. Donc quand elle apparaît, si on ne fait rien, ça va proliférer et ça va continuer. D'une manière générale, ce qu'on conseille, c'est que si on suspecte un cas de résistance, souvent c'est j'ai traité, j'ai plein de mildiou, mon produit ne marche pas, là je suis sûr que j'ai une résistance. Un échec de traitement peut effectivement être lié à une situation de population résistante dans la parcelle, mais il y a aussi d'autres facteurs. Donc avant de conclure qu'on a des problèmes de résistance à une matière active, on conseille quand même toujours de creuser du côté analytique. Donc, ça, c'est dans le monde vivant. On est tous sujets à des mutations. Les mutations peuvent toucher plein de choses. Et encore une fois, c'est le hasard. Parfois, ça va être par rapport à une sensibilité à un produit phyto. Donc ça, c'est juste dû à des bugs des systèmes cellulaires et de l'ADN. Et donc là, j'ai pris un petit cas illustratif pour vous montrer en fait ce qui se passe sur l'apparition des résistances. Et donc, en fait, finalement, une résistance, c'est qu'on a des individus, des mutants qui sont arrivés. Donc là, je vous ai pris le cas d'une petite souris. La nature, pouf, elle lui a conféré mutation ADN, et cette mutation ADN engendre la capacité, une protéine qui va lui conférer un casque là, de football américain. Donc moi, j'ai un problème de souris, ça me gêne, j'ai pas envie, ça a des impacts négatifs. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un outil pour les supprimer. Sans pitié, je choisis un joli marteau. Donc je vais mettre mon système en action et je vais être super contente du résultat. Je vais avoir dézingué un peu ma population. Sauf qu'il y a quelque chose que je ne vais pas voir, c'est qu'il y en a une, mon marteau, elle lui a rien fait. Donc je continue, je suis très contente. J'ai un problème de souris. Je dis bah, très bien, mon marteau, la dernière fois, c'était top. Sauf que pendant ce temps-là, ma petite souris qui est restée, qui n'a pas peur du marteau, et ben, là c'est encore dans le cas du mildiou, elle peut faire sa vie toute seule, elle a proliféré. Et donc j'insiste avec mon marteau. Quelques congénères quand même vont disparaître sous mon action, mais sauf que là, je vais être un peu déçue du résultat. C'est que malgré mon marteau, je vais encore avoir plein de souris. Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand on applique un produit phyto, oui, on élimine une partie de la population qui est sensible, mais en fait, on applique un système de sélection des individus qui sont résistants. Donc, comment ça se traduit dans le cadre du mildiou? C'est que, quoi qu'il arrive, les populations de mildiou au sein des parcelles sont très diverses. Il y a une diversité génétique qui est très importante. Donc, on a des mutants. En appliquant des produits phyto, on va favoriser l'apparition des mutants. Et en plus, si on applique un produit phyto sur une population qui est déjà présente, donc sur mildiou des carrés, ça veut dire qu'on a une diversité et un nombre d'individus très très important. On va encore favoriser, c'est juste statistique, plus on a de monde, plus on a de chances d'avoir des mutations, une sélection d'individus résistants. Donc c'est sur ces principes-là qu'en fait on attire les vigilants sur attention sur des applications de produits phyto sur mildiou déclaré. C'est vraiment des situations sensibles. Il faut faire très attention aux produits qu'on aura décidé de mettre en œuvre sur des situations qui sont difficiles parce que voilà, on est déjà avec du mildiou, on est déjà bien enquiquiné. Et attention, on peut se tirer une balle dans le pied en utilisant le mauvais produit sur cette situation-là à très court terme en fait. Et donc pour cela, c'est pour ça qu'aussi un des principes de base, pour essayer de retarder au maximum l'apparition d'individus résistants, c'est qu'on parle d'alternance ou d'association de matières actives avec des modes d'action différents. Si au premier coup j'avais utilisé un marteau et qu'au coup d'après j'avais utilisé ma tapette à souris,
ma population avec son casque, la tapette souris, elle aurait été efficace. Donc ça, c'était un petit peu pour la théorie. Dans le cas du mildiou, qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, voici le catalogue là, des matières actives qui sont disponibles à ce jour pour lutter contre le mildiou. Donc déjà, pour les plus anciens, vous voyez que ça a une belle cure d'amaigrissement. À plus de ça, il y a quelques nuages qui pointent à l'horizon sur certaines matières actives. À ce jour, ne posez pas d'infos, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Bon, voilà, des nuages pour certaines matières actives. Par exemple, le folpel a eu en fin d'année dernière un retour favorable de l'Union européenne et reparti pour un tour, mais on n'a absolument aucune information sur la déclinaison à l'échelle nationale sur son avenir. J'en sais rien. Donc, il faut se préparer à une éventuelle poursuite de la cure d'amaigrissement du catalogue des antimildious en France. D'un point de vue des résistances, parmi notre catalogue disponible, il y a certaines familles qui ne sont pas concernées par les phénomènes de résistance du fait de leur mode d'action. Donc on a les familles de biocontrôle. Bon, on a le phoséthyl d'aluminium qui n'est pas un biocontrôle, mais qui est de la famille des phosphonates, et du fait de leur mode d'action, n'est pas sensible aux résistances. Et on a aussi les matières actives multisites. Donc là, la suite de ma présentation fait exclusion de ces molécules. Alors, on voit de plus en plus de problèmes de réussite, de maîtrise du mildiou. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un état des lieux. Donc, il y a eu un état des lieux assez important qui a été mis en place sur le vignoble de Bordeaux, donc par les collègues de Bordeaux, donc notamment Alexandre Davy. Les analyses ont été faites par l'ANSES, donc l'unité Casper, qui est le laboratoire de référence pour ces questions. Et ça a été fait dans le cadre d'un financement par l'Interpro des vins de Bordeaux. À Gaillac, on était aussi intéressés par ces démarches. Nous, on a bricolé, on a fait avec la Chambre d'agriculture de Terne, on faisait entre 3 et 5 prélèvements par an, parce que c'était sur fond propre. Bon, le logo n'est pas passé, mais on a fait faire les analyses par l'entreprise Stavit. Alors, voici les résultats. Donc, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de toutes les matières actives. Donc, les camemberts, ce sont les résultats de Bordeaux. Donc, quand c'est vert, ça veut dire qu'aucune parcelle, aucun échantillon prélevé n'a présenté de résistance et tout est sensible, le produit continue à fonctionner. Et quand c'est rouge, c'est que certaines parcelles présentaient des populations de résistance. Donc, la couleur qui saute quand même pas mal aux yeux, c'est le rouge. Sur ces 4 molécules. Il n'y en a qu'une qui est encore totalement verte, c'est l'azoxamide. Donc à la fois sur Bordeaux et sur Gaillac, tout est revenu sensible. Ce sera la seule molécule sur laquelle on a encore une sensibilité complète sur tous les prélèvements qu'on a fait. Néanmoins, il ne faut pas se réjouir trop vite. L'azoxamide, il y a déjà des cas de résistance en Italie. Donc soyons vigilants et soyons précautionneux avec cette matière active si on veut continuer à la garder. Donc on a là la thiazofamide, quand même une très très forte prévalence de résistance. Et après des situations plus ponctuelles avec la mésulbron et la métoctradine. Alors, encore plus de rouge sur les molécules qui suivent. Le fluopicolide, quasiment tout est résistant et c'est cohérent entre Gaillac et Bordeaux. Et après on a l'oxyatiapriproline. Donc là, peu de cas finalement de résistance sur le vignoble bordelais, alors qu'on a fait bonne pioche sur 4 sur 5 de nos prélèvements complètement faits au hasard sur le vignoble de Gaillac. Donc voilà, une molécule là aussi qui est relativement récente et pour laquelle les résistances sont apparues très très rapidement. Donc voilà, donc avec Alex, on s'est dit bon très bien, on fait le constat qu'on a des résistances un peu partout qui pètent. Bon, il se dit des choses aussi dans la campagne en disant non, mais c'est pas parce qu'il y a des résistances que le produit ne marche plus, parce qu'il est associé à d'autres matières actives ou des choses comme ça. On s'est dit bon, ça peut paraître un petit peu basique, mais on s'est dit on va se mettre dans le cas d'une situation où on se connaît qu'on est résistante à une certaine matière active, on va l'appliquer et on va quantifier l'impact sur la perte de récolte de l'emploi d'une matière active où on a une population résistante et les impacts directement viticulteurs.
Donc on a mis deux essais un essai à Bordeaux et un essai à Gaillac en place. Et donc à Bordeaux, Alexandre s'est mis dans une parcelle où c'était sensible au phéopicolide et résistant à la thiazofamide. Et nous, on s'est mis sur une parcelle où c'était résistant à la thiazofamide. On a fait une application, donc là, c'était l'année dernière. On était à peu près au même moment, donc on s'est mis quand même dans des conditions pas super sympas pour les produits. On s'est mis autour de la floraison et avant des événements plutôt pluvieux. Donc à Bordeaux, après l'application, ça a été à peu près 70 mm, et à Gaillac, il y a eu 35 mm. Et donc après, on a observé, on a laissé sortir les symptômes, et on a observé les conséquences sur notre qualité de protection anti-milieu. Donc pour Bordeaux, donc vous voyez, donc en vert, c'est l'intensité de dégâts sur feuilles, et en rouge, c'est l'intensité de dégâts sur grappe. Le fluopicolide, donc le produit, ça a associé du fluopicolide et des phosphonates, a totalement fait son job, zéro conséquence de l'événement pluvieux. Par contre, la population était sensible, donc tout va bien. Si on regarde quand on a mis la thiazofamide, où là la population est résistante, vous voyez, faire ça, appliquer une thiazofamide ou rien faire, en fait on était exactement au même niveau. Bon, comme le produit, la commerciale associe aussi des phosphonates, on a aussi mis les phosphonates tout seul. Et vous voyez, pareil, on aurait mis des phosphonates tout seul, on arrivait au même endroit que d'ajouter une thiazo. À Gaillac, même combat. Donc vous voyez, là, on avait le produit commercial thiazofamide et phosphonates. On a exactement le même niveau de dégâts sur feuilles que si on avait mis des phosphonates tout seul. Et tout pareil pour les grappes. Thiazofamide plus phosphonate en situation de résistance. On aurait mis des phosphonates tout seul, on était au même endroit. Donc, c'est bien là le piège, en fait, c'est que si on a une méconnaissance de notre situation de sensibilité à une matière active, on peut se croire protégé, parce que si je mets un thiazofamide plus phosphonate, je me dis c'est bon, si le temps n'est pas trop horrible, j'ai 10 à 14 jours devant moi. Si j'y mets des phosphonates tout seul, je vais dire attention, là, t'es quand même pas super protégé, mais je le sais, j'en ai bien conscience. Donc, là, une méconnaissance de ces sensibilités résistances par rapport aux matières actives dans ces parcelles peut engendrer vraiment des mauvais choix. Donc, en guise de conclusion, alors je vous préviens, je ne vais pas vous donner beaucoup de solutions pratico-pratiques, mais c'est surtout pour un peu alarmer et alerter sur attention, cette information commence à devenir capitale. C'est qu'en plus, on a un alignement mauvais de planètes, c'est que la pharmacopée se réduit. On a de moins en moins de matières actives disponibles. Bon, c'est la conséquence de cette situation, c'est que de plus en plus, on a des situations où les résistances sont rencontrées. Et donc, ça a clairement des impacts sur la protection. Là où on a encore du boulot à faire, c'est que pour le moment, notre test de sensibilité aux matières actives nous dit juste dans ta parcelle, tu as effectivement des individus qui sont plus sensibles. Mais je ne sais pas quelle est la part des individus qui sont résistants. Est-ce que c'est l'essentiel de ma population qui est résistante ou c'est juste quelques individus par-ci par-là qui sont résistants? Et donc c'est là où on n'arrive pas à mettre en lien, je connais ma situation de sensibilité, mais quelle va être la conséquence sur la protection que je peux en attendre de ces molécules? Donc c'est là où on est dans ces phases de travail pour justement faire le lien un peu plus opérationnel pour les viticulteurs. Si on rajoute à ça que déjà on n'a pas beaucoup de produits, on n'a pas beaucoup de matières actives, qu'en plus, donc déjà le choix est faible, qu'on a les résistances, qu'en plus, pour choisir quel produit je mets pour traiter mon mildiou, il faut quand même, j'ai plein d'autres critères qu'il faut que je prenne en charge. Le prix, il faut aussi que ça te fasse le black rot parce que je suis en parcelle sensible. Ah oui, je ne mets pas de CMR. Voilà. Donc ça fait énormément de cases à cocher et c'est impossible de les cocher toutes. On ne peut pas. Donc il faut faire des choix. Qui peuvent on peut être déçu par ces choix, mais voilà, on sera obligé de faire les choix. Donc il faut se mettre ses priorités à soi pour faire des choix de produits. Alors, dans les choix, il va falloir quand même essayer, c'est un petit peu un vœu pieux, mais il faut essayer de garder les bonnes pratiques vis-à-vis des résistances. C'est qu'il faut limiter le nombre d'applications d'une même matière active. Bon, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Donc en gros, c'est une de chaque à chaque fois. Pour ça, vous avez un document, je vous l'accorde, qui n'est pas super friendly, qui est assez indigeste, qui est la note nationale qui reflète un peu la situation de sensibilité résistante à l'échelle nationale et avec des préconisations.
Et il faut vraiment respecter le nombre d'applications maximum des étiquettes. Ces chiffres-là ne sont plus donnés au hasard. Maintenant, il y a des demandes. Les entreprises à l'homologation doivent travailler sur ces questions d'apparition des résistances. Et ils savent si cette matière active va être facilement contournée. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des produits qui sortent, ils sont tout nouveaux, mais on a le droit de les utiliser qu'une fois. Parce que voilà, les études préliminaires montrent que ça arrive facilement et que si on les utilise trop de fois, la matière active ne sera plus opérationnelle. Il faut donc alterner les modes d'action, ça je vous l'ai expliqué en introduction. Là-dessus, je dirais aussi, réfléchissez bien sur certaines associations de matières actives dans des produits commerciaux. Des fois, il y a des associations avec des matières actives où les résistances sont complètement généralisées, les CA ou des choses comme ça. Réfléchir à l'intérêt de mettre ces matières actives, alors que statistiquement, on a vraiment beaucoup de chances de ne plus être sensible à ces matières actives. Pareil, ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra encore intégrer, c'est connaître l'état de sensibilité dans ces parcelles. Parce que finalement, ça peut revenir à jouer un peu à la loterie. Vigilance aussi sur le mildiou déclaré. Là, on enchaîne les millésimes à mildiou, où on se retrouve forcément à traiter sur du mildiou déclaré. Et en fait, idéalement, il faudrait changer de paradigme. Je ne vais même plus essayer de gérer mon mildiou de manière optimale si j'ai eu un défaut de protection à un moment. Finalement, je vais mettre des produits, des multisites, qui vont juste... Je ne vais pas griller mes futures cartouches pour les campagnes d'après pour garder ma sensibilité aux matières actives. Donc voilà, ce ne sera peut-être pas les meilleures matières actives pour gérer son milieu sur le moment, mais en fait, on va préserver ses sensibilités aux matières actives. Et nous, de notre côté, et donc on va poursuivre nos travaux expérimentaux dans la lignée de ce que je vous ai présenté là. L'idée, c'est, j'ai des résistances. Là, ce qu'on peut dire, c'est arrête de l'utiliser. Donc, on aimerait avoir des conseils un petit peu plus fournis. Donc, c'est essayer de voir sur intégrer certaines matières actives pour essayer justement de casser ces cycles et pouvoir récupérer des sensibilités qu'on avait perdues. Donc, voir sur quel programme de traitement on peut mettre en place en pluriannuel pour préserver cela. Comme je vous l'ai dit, là, il y a des gros travaux qui sont faits par les laboratoires pour justement fournir, via les analyses, la part de la population qui est résistante, pour pouvoir dire, c'est vraiment que quelques individus, c'est exceptionnel, ou vraiment là, c'est fini, toute ma population est devenue insensible. Et les méthodes d'analyse. Là, pour l'instant, il n'y a pas de routine, ce sont quelques laboratoires qui sont opérationnels pour répondre à ces questions. L'idée, ce serait quand même d'avoir des analyses rapides, pas de là à dire que hop, on va au champ et on retourne à sa voiture et on a la réponse, on n'en est pas encore là, mais voilà, avoir des choses plus accessibles et plus rapides pour vraiment être opérationnel sur ce sujet.